hand. In onze reeks Macho Verdriet ziet u vandaag het tweede luik, de historie van Serge Reding. En dat hij heel zijn leven voor een macho doorging, ligt voor de hand. Hij blijft België's beste gewichtheffer ooit en was op een bepaald moment de sterkste man ter wereld. Hij behaalde op de Olympische Spelen in 1968 een zilveren medaille. Maar eigenlijk droeg hij zijn stoere imago ten onrechte. Reding was een heel gevoelig, goedgelovig, zelfs naïef man. En dat maakte hem ook beïnvloedbaar voor foute vrienden. Toen hij in 1975 plots overleed op de Filipijnen, hij was toen 33, was de vraag: stierf hij een natuurlijke dood? Pleegde hij zelfmoord? Of was het moord? Want achter Redings sportieve successen gingen privé veel drama schuil. De Brusselse krachtpatser kwam uit een kansarm milieu. Hij trouwde een Poolse vrouw die in hem vooral een ticket naar het westen zag. Er waren financiële putten en dopinggeruchten. Zijn titels en medailles spreken voor zich, maar zijn leven en dood blijven gehuld in raadsels. En wij schetsen vanavond zijn portret. Zo hebben we de getuigenis van zijn vriendin Yvonne, bij wie hij stierf in Manila. En we praten met vroegere vrienden, trainers en dorpsgenoten in de historie van de reus in een uiterst kwetsbaar man, Serge Reding. Ça a été un champion très sympathique parce que c'était l'homme le plus fort de Belgique, pratiquement l'homme le plus fort du monde à l'époque déjà. Et en même temps, un type tellement gentil, tellement doux, tellement timide en plus. Je suis de nature assez calme. Or, les sports de combat, je ne les aime pas beaucoup. He died in a very sudden death. It was unawaited circumstances. I never imagined that could happen like this because he was a big man, very healthy. ...28 jaar na de raadselachtige dood van Serge Reding... komt Yvonne Solidum, de Filipijnse vrouw voor wie hij alles in de steek wou laten, zijn graf bezoeken. Yvonne was de laatste die Serge levend zag. Na zijn plotse overlijden circuleerden de wildste verhalen over doping, zelfmoord en zelfs moord. Zijn einde was al even mysterieus als het begin van zijn leven. Herbumont, een schilderachtig dorpje in de provincie Luxemburg. Volgens een door Reding zelf in stand gehouden mythe is zijn levensverhaal hier begonnen. Je reviens même très souvent au pays, non seulement pour me mettre au vert, comme vous l'avez dit, mais également pour la famille, pour me retremper dans l'ambiance familiale, car au fond, la majorité de ma famille se trouve ici à Herbemont. Bienvenue ici à Herbemont, à la maison communale. Je vous en prie. C'était vraiment sa vie, Herbemont. Quand il s'adressait d'ailleurs aux journalistes, il disait toujours qu'il était né à Herbemont. C'est mon village natal et c'est le village que je préfère parmi tous les autres. Je dirais pas de la Belgique, mais des Ardennes surtout. Oui. Serge n'est pas d'Herbemont dans ce sens qu'il n'est pas né à Herbemont. Mais on pourrait peut-être dire, quand on connaît bien son histoire, qu'il est né une deuxième fois à Herbemont. Het echte, weinig glamoureuze verhaal begint in Brussel. Hij wordt geboren als kind van een onbekende vader en een ongehuwde moeder. Vous m'avez demandé de retrouver l'adresse de Serge Reding. Et vous m'avez expliqué que sa maman, son nom de jeune fille, c'était Gérard. Et le prénom Adeline. Ah ben voilà. Voilà. Gérard, Adeline, Gérard Serge et Gérard Alain. Tiens, il avait un frère.
Gérard Serge Yvan Arthur. Il est né à Oderghem le 23 décembre 1941. Serge komt ter wereld in Oudergem in het Institut du Sacré-Cœur, een instelling die door nonnen is opgericht voor de opvang en de heropvoeding van ongehuwde zwangere meisjes. Serge woont nog jaren met zijn moeder alleen. Zijn 8 jaar jongere halfbroer Alain wordt in een pleeggezin geplaatst. Ceux qui ont connu la guerre de 40-45 se souviennent des années dures 41-42 et je crois qu'il ne faut pas beaucoup d'imagination pour réaliser la vie difficile qu'a connue Serge pendant ses premières années. In het Koninklijk Atheneum van Sint-Joost de Node volgt Serge de moderne humaniora. Een van zijn klasgenoten is Joseph Thijs. En classe, je crois qu'il était encore plus timide que moi. Que lui était, moi j'étais à côté du chauffage et que lui était derrière le chauffage. Serge is een middelmatige leerling. Alleen voor lichamelijke opvoeding is hij de beste van de klas. C'est un professeur de gymnastique, il y a de ça 6 ans, qui un jour m'a conseillé de laisser tomber la gymnastique pour l'haltérophilie. Et je dois dire qu'il a eu une très bonne idée pour moi. Le souvenir que j'en ai, c'est quand il m'a dit qu'il passait ses loisirs à travailler avec des bûcherons. Serge a eu une enfance malheureuse, il faut bien le dire. Quand il était enfant, sa mère ne s'intéressait guère à lui. Et c'est quand sa mère s'est mariée avec son père et que ce père l'a reconnu à l'occasion du mariage, qu'il a réellement, je vais dire, commencé à vivre. Parce que son père lui a donné énormément d'affection. Et alors, Gérard Adeline s'est marié avec Redingue Ernest le 19 mars 1958. Et Serge a été légitimé par le beau-père au moment du mariage. C'est comme ça qu'il a changé de nom, et de Gérard, il est devenu Redingue Serge. Il lui était reconnaissant de beaucoup de choses, notamment de lui avoir donné son nom, et puis, je sais pas, de l'accueil qu'il avait eu. Toch is Brussel het eikpunt van zijn bestaan. Daar wijdt hij zich steeds meer aan zijn grote passie, gewichtheffen. In het Instituut voor Kunst en Ambachten volgt hij avondles. Redingue is hier als leerling gekomen om elektricien te worden. Hij heeft hier 1 jaar gestudeerd in 1958. Hij was toen 16 jaar oud, denk ik, dus was zijn opleiding nog niet af. Hij werkt enkele jaren voor de liftenfabrikant Otis. Zijn legerdienst doet hij bij het 1e bataljon artillerie in Spiech. Hoewel hij opvalt door zijn enorme lichaamskracht, laten zijn oversten hem niet genoeg trainen. Hij is zo ontmoedigd dat hij zelfs met gewichtheffen wil stoppen. Maar uiteindelijk volhardt hij en komt terecht in de turnzaal van deze basisschool in Schaarbeek. Et nous sommes ici, dans donc, le gymnase de la Fonte Scarbécoise. Je suis arrivé ici. Il y avait un certain Willy Klaas, qui était l'homme le plus fort de Belgique en titre, mais qui venait d'être dépassé par un certain Serge Reding, un type qui était bon comme le pain, très discret, mais extraordinairement balèze. Il y avait au mur, ici, petite affichette, avec indiqué tous les records de Belgique d'haltérophilie dans chaque catégorie. Et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats, c'est en faisant une fixation sur des chiffres, sur des buts. C'est la méthode de Redingue, ça. Au début, il voyait que le record du monde était loin devant lui, mais il disait, je vais grappiller kilo par kilo, et je vais y arriver. Et de fait. On avait un entraîneur tout à fait exceptionnel, qui s'appelait Pierre Wittenbol. Pierre Wittenbol, c'était un phénomène, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'entraîneur qui connaisse les théories sportives sur l'haltérophilie, ça n'existait pas. Et lui, il inventait tout. Et il avait un instinct de bête
pour trouver des méthodes d'entraînement, des mouvements bien à lui, etc. Maar ik heb altijd trainer geweest, verstaan me, en altijd een conseiller voor de andere jongens. Dus aan mij echt 24 jaar trainer geweest voor de rozen. Et alors il nous expliquait que la douche, c'est un calmant et un fortifiant, comme ça l'athlète peut recommencer. Tokio 1964. Serge Reding neemt voor het eerst deel aan de Olympische Spelen. De Belgische kampioen wordt 10e. Zijn achterstand tegenover de medaillewinnaars uit Amerika en Rusland is te groot. Terug in België zoekt hij een andere trainer en komt terecht in Sint-Pieters-Woluwe bij André Dupont, licentiaat lichamelijke opvoeding. Il faisait déjà des recherches donc, sur le plan technique pour voir comment il pourrait essayer de se rapprocher des meilleurs haltérophiles. Et moi, je n'y connaissais rien en technique haltérophile, ça c'est incontestable, mais par contre, je voyais que sur le plan de la préparation générale, donc, il faisait un peu n'importe quoi. Hij wil het gewichtheffen professioneel aanpakken, maar van zijn sport alleen kan hij niet leven. Je suis véritablement amateur, c'est-à-dire je ne touche jamais de somme d'argent, ce qui serait contraire au statut de l'amateur, mais par contre de temps en temps je reçois des cadeaux. In de moderne Albertina-bibliotheek bovenop de Kunstberg te Brussel zijn alle studenten en zoekers welkom die kennis willen opdoen uit de miljoenen boeken daar beschikbaar gesteld. Het is daar, in die atmosfeer van studie en inkeer, dat men Serge Reding moet zoeken, een voorbeeldig stagiair die zich voorbereidt op de taak van bibliothecaris en daarom kalm, verstandig en tuchtvol zich in alle soort werk verdienstelijk maakt. Hij is hier in 1964 beginnen werken. En hij was wat we noemden magazijnbewaarder. Het is zo dat hij vaak in het buitenland was, vaak oefeningen deed en dat die imposante figuur lichtere boeken droeg dan men zou geloven. En dat is heel normaal, omdat hij zijn spieren niet in het minst mocht forceren. C'est un travail assez passionnant, je dois dire. Il faut savoir que la Bibliothèque Royale est quand même une institution très valable sur le plan culturel. Et le fait de travailler dans une institution de cette valeur, automatiquement, ça vous donne l'occasion de faire un travail très intéressant. Een beer van een vent, imposant, en die was heel vriendelijk. Sprak bijzonder goed Frans. Wat men, in het Frans heeft men daar een mooie term voor, un français châtié. Previously in Moscow, the Iron Curtain had parted. Thousands and thousands had jammed an open-air theater to see American and Russian weightlifters meet. A United States team had been invited to test their strength against the Soviets. Au début, l'haltérophilie a été dominée par les Américains, quand je dis à partir des années 50 donc. Et petit à petit, disons, cette domination a été tenue en échec par l'haltérophilie russe. Schématiquement, on peut dire que les Américains, c'était la force pure, et les Russes, c'était une force vraiment calculée, contrôlée. Zijn grote idool is de Rus Yuri Vlasov. Serge voyait vraiment en lui une espèce d'idéal. Ce type, effectivement, offrait le paradoxe de l'homme le plus fort du monde et en même temps quelqu'un de posé, de réfléchi, un intellectuel. Et Serge se plaisait à me raconter comme il trouvait ça formidable de voir Vlasov se concentrer et avant de se pencher pour ramasser l'haltère, il ajustait ses lunettes. Maar ook Serge is op zijn manier uitzonderlijk. Il était fort, bien sûr, mais il était surtout dynamique, souple. C'est extraordinaire les qualités physiques qu'il avait. Un métabolisme aussi tout à fait particulier, il avait toujours chaud. Même en Russie, il est arrivé à Moscou, il était en complet veston, les gens le regardaient dans la rue, il n'avait pas froid. Je transpire énormément, non pas seulement à l'entraînement, mais n'importe à quel moment de la journée pour n'importe quel genre d'exercice. Naarmate hij zelf vorderingen maakt,
komt hij steeds meer in de ban van het Oostblok. In 1966 volgt Reding gedurende 4 weken een stage in Polen. In elk opzicht een buitenkans. Le sport permet à une certaine catégorie de voyager beaucoup à travers le monde. Il parlait beaucoup de ses voyages, c'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. En dehors même du sport, la vie dans ces pays et tout ça, et ça l'intéressait beaucoup, il en faisait beaucoup de rapports. Chaque fois qu'il allait en voyage, il nous envoyait une carte, voilà, le petit paquet de tous ses séjours, il y en a de partout. Tijdens een excursie naar Warschau maakt hij kennis met een Poolse schoonheidsspecialiste, Eva Czerniewska, op wie hij verliefd wordt. Rencontré, on a discuté avec elle, elle est venue à l'hôtel et voilà, on a discuté avec elle. Et Serge, je crois, est retourné après en Pologne et disons, ils ont décidé de se marier. Wij hebben die gekend, want die heeft hier gewerkt in het fotografisch atelier. Dat is een kleine, mooie blondine. Eva était une de ces très nombreuses femmes de derrière le rideau de fer qui rêvaient de passer le rideau de fer et d'aller dans ce pays de cocagne là-bas dont on parle tant. Et une fois arrivée ici, ben voilà, c'est ce qu'elle a fait, quoi. Elle a voulu s'éclater, comme on dit maintenant. Et c'est Serge qui en a fait les frais, quoi. Il vivait seul avec son père et elle ne s'attendait pas à ça. Je ne vais pas dire qu'elle a rencontré la misère, hein, ce n'est pas ça du tout, mais ce n'était pas ce dont elle rêvait, ça c'est une certitude. Et ça explique un peu que ça n'a pas marché, en fait. Quand elle l'a quitté, Serge était terriblement malheureux. Ça, je peux vous le dire, je l'ai vu pleurer dans sa voiture, et j'essaie de le convaincre qu'il y avait une vie après cette vie-là. Et je me souviendrai toujours ce qu'il m'avait répondu, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé. J'ai cessé pendant plusieurs mois pour plusieurs questions, dont la principale, c'était le mariage. Il a arrêté un moment l'haltérophilie, il avait perdu assez bien de poids, hein, et il a fallu remonter la pente. Alors pour Mexico, je compte faire je compte décrocher une médaille. Met nieuwe moed gaat hij naar Font-Romeu om zich optimaal op de komende Spelen voor te bereiden. On venait d'arriver donc sur place. L'entraîneur français me dit, écoute, mauvaise nouvelle, le père de Serge est décédé. Ça a touché très fort Serge. Et Serge est rentré en Belgique. Je ne saurais plus dire combien de temps ça a pris. Il est revenu, mais il était, disons, moralement très ébranlé. Quand il est revenu chez moi après la mort de son père, il pleurait comme un gosse. C'est absolument incroyable. Alors son père, c'était son Dieu. À tel point que la mère et le père se sont séparés, que lui est resté avec son père, Ernest. Het verlies heeft hem moreel aangeslagen, maar hij vertrekt extra gemotiveerd naar Mexico. Voor de nagedachtenis van zijn vader Ernest wil hij zichzelf overtreffen. Je pense pas qu'à l'époque, il espérait vraiment le podium. Parce qu'il y avait tellement de mastodontes qui l'attendaient là-bas. Il y avait bien sûr le champion du monde Jabotinsky, recordman du monde, le russe. Et il y avait 2 Américains, Dubé et Piquet. In de finale zorgt Serge voor wereldsensatie. Hij verovert een zilveren medaille. Wij zijn met omhoog gesprongen en de verzorger was erbij. En iedereen natuurlijk, al de Belgen waren toe, want wij verwachten van hem een medaille. Dus het was een fantastische dag. Hij was een fantastische kerel. Ja. Hij heeft zelfs in Mexico heeft mijn vrouw nog mee doorgesmokkeld in het Olympisch dorp. Dus hij was zo breed dat je achter zijn rug kon voorbij gaan met 2, 3. Dus wij hebben enorm goede souvenirs eraan. Dus,
juste avant notre atterrissage, il y a déjà eu donc au micro quelqu'un qui a dit que l'Athénée d'Olivier Saint-Pierre félicitait Serge Redinck et son professeur, etc. C'était fantastique, mais on ne s'attendait pas à ça. Die zilveren medaille in Mexico is het begin van een almaar stijgende populariteit. Ici à Herbemont, il fut nommé citoyen d'honneur par la commune lors d'une petite cérémonie à l'administration communale. Et je me souviens très bien que la fanfare locale a été chercher Serge dans sa maison, l'a amené comme un triomphe à la maison communale où il est apparu au balcon, un petit peu comme les Diables Rouges, il est apparu au balcon dans la grande place de Bruxelles et il saluait la foule restreinte des Herbemont-tois du haut du balcon. C'est une image qui me restera, je crois, toute ma vie. Je crois, à ma connaissance, il n'y a pas de sportifs en activité qui ont un tel honneur d'avoir une rue qui porte son nom. Oui, et bien sûr, c'est une chose qui me fait énormément plaisir lorsque la commune d'Herbemont a pris cette initiative. Oui, vous êtes célèbre ici, je crois. J'en suis même très fier, si je puis dire. Oui, vous êtes célèbre ici, je crois. Oui, je crois. Non seulement à Herbemont, mais dans toute la région. Je crois quand même qu'il aimait bien, la célébrité, mais vous savez, la reconnaissance de l'athlète, quoi. Que cette médaille d'argent m'a, si vous voulez, fait prendre une sorte de prise de conscience en mes possibilités, de manière à aborder les compétitions, les grandes compétitions, avec beaucoup plus de possibilités, non seulement physiques, mais également morales. Moi, je l'ai connu depuis ses 14 ans, il n'a certainement pas changé. Il n'a jamais eu le gros coucou mondé. Non, Serge est resté le même, aussi disponible pour tout le monde, pour faire plaisir. Non, il n'a certainement pas changé. Pas du tout. Twee die elkaar niet kunnen loochenen. Serge Reding speelde derde man. Samen heffen zij hem op als een pluimpje. Et il avait donc son physique, et alors le contraste entre justement son physique et sa douceur, sa gentillesse, la façon dont il se tenait au courant de beaucoup de choses, de la politique, de beaucoup de choses. Ça, c'est un aspect auquel il tenait beaucoup. Il ne voulait pas passer pour simplement un homme fort. Et pour moi, il n'était pas que ça d'ailleurs. Certainement, il avait un intellect, c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour. On riait énormément avec Serge. Par exemple, on était à la douche, et là, il avait un tout petit essuie. Il avait un tout petit essuie, lui. Alors moi, j'arrive à la douche, et alors, il se met l'essuie sur la poitrine, il dit « Ah non, non, pas moi ». Je ne joue plus à la poupée, aujourd'hui j'ai l'âge d'aimer. Les garçons tournent autour de moi, les garçons tournent autour de moi. Serge Reding is nu een echte nationale vedette. Hij wordt ingeschakeld voor de meest uiteenlopende opdrachten en evenementen. Hij vindt niet alleen erkenning op sportief vlak, maar krijgt nu overal de sympathie en de waardering die hij zo lang gemist heeft. Il avait du succès auprès des femmes. Au premier abord, donc elles étaient interloquées par la puissance qu'il dégageait, et après par le paradoxe de sa douceur, sa gentillesse. Il était d'une gentillesse, mais infinie, hein, Serge. Qu'est-ce que ça vous fait d'être élu par les journalistes comme sportif de l'année? Ça m'a fait un très grand plaisir, c'est normal, après la petite déception du jury du mérite sportif. Et franchement, j'étais, comment dirais-je, très flatté de la décision des journalistes. Tevoren was hij door de jury voor de Nationale Trofee voor Sportverdiensten slechts weerhouden op de 5e plaats, alstublieft. En de voornaamste redenen daarvoor zijn, of zouden althans zijn, het feit dat in kranten foto's gepubliceerd zijn geworden van Serge met een mineraal water. Dan ook nog wordt Serge aangevreven, wat foto's gepubliceerd zijn, waarin reclame wordt gemaakt voor een restaurant, waarin Serge inderdaad sedert 6 maanden gratis mag gaan middagmalen. En deze twee feiten zouden niet te verenigen zijn volgens de jury van de Nationale Trofee voor Sportverdiensten met de status van Reding als amateur. Il a failli être d'ailleurs avoir le trophée du mérite sportif, mais il n'a pas eu ce Jackie X qu'il a eu. Hein. Il a été déçu, je dois dire, mais bon, la vie est ce qu'elle est. Met een jaar vertraging werd op het stadhuis te Brussel de nationale trofee van de sportverdiensten toegekend aan de gewichtheffer Serge Reding.
In zijn toelichting deelde burgemeester Koremans mee dat Serge Reding na zijn Olympische medaille 2 wereldtitels en 3 Europese titels won op de wereldkampioenschappen te Warschau. Daaruit heeft de jury besloten dat Serge Reding dat jaar het meest heeft bijgedragen tot het prestige van de Belgische sport. C'est maintenant mon ambition, c'est de battre un jour les records du monde qui sont détenus par les Russes et les Américains. Mais entre-temps, donc, est arrivé justement donc, notre ami Alexeyev. Alexeyev, c'est un type d'abord qui est extraordinairement ventripotent et surtout il était très ours, il avait un caractère très ours. C'était quelqu'un qui... Enfin, tu venais pour lui dire bonjour et il te regardait comme ça pendant une bonne minute, avec des yeux comme des soucoupes, tout ça, d'un air parfaitement méprisant. Tu te disais, oh là là, ça y est, je suis ridicule, il est en train de m'écraser complètement de son indifférence. Et puis pas du tout, après une minute, il faisait « Bonjour, monsieur ». Vassili Alexeyev a bon appétit, c'est le moins que l'on puisse dire. Jugez plutôt. Au petit déjeuner, 2 steaks, du pain et 2 verres de cognac. Midi, 450 grammes de jambon comme entrée, potage, 4 steaks de 300 grammes, légumes, fromage et 4 ou 5 triples cognac. Avant les compétitions, ils se rencontraient, ils parlaient ensemble. Alexeyev parlait un peu d'anglais, quelques mots de français, etc. Hein? Il invitait Serge à jouer au football de table. Lui savait jouer, Serge pas. Hein? Il le battait déjà à ce moment-là. Mais il y a eu toujours, je ne vais pas dire une complicité entre les deux, mais il est incontestable qu'Alexeyev respectait Serge. Et c'est assez étonnant, parce que c'était l'individu qui ne respectait personne. Il écrasait tout le monde de sa personnalité, une très forte personnalité, Alexeyev. Zaterdag was voor onze vaandeldrager in die sport, Serge Reding, de grote dag van zijn leven. In Herbumont, zijn geboortedorp, mocht hij samen met de burgemeester een nieuwe wijk inwijden, die voortaan het quartier Serge Reding zal heten. Voor Serge staat nu het zwaarste gewicht dat ooit door een mens boven het hoofd werd getild. Ça se passait dans son village d'adoption, je vais dire. Hein. Il était vraiment survolté, je dois dire. Hein. Et c'était le premier record du monde qu'il battait, donc ça signifiait malgré tout quelque chose. Est-ce que tu as personnellement peur d'Alexeyev? Non, pas du tout. Disons qu'Alexeyev, c'est un athlète qui me stimule pour également totaliser 600 kilos. Pour échapper à cette fascination qu'il avait devant Alexeyev, parce qu'il se sentait complètement mais liquéfié quoi, dès qu'il le voyait. Il avait décidé de suivre des cours de yoga pour renforcer son regard et arriver non seulement à soutenir le regard d'Alexeyev, mais à l'impressionner. Il mettait une feuille de papier au mur avec un gros point. Il s'asseyait sur une chaise devant cette feuille de papier et il fixait le point sans cligner des yeux pendant, le plus longtemps possible. Alors, les championnats du monde arrivent, c'était à Cuba en 73, je me souviens. Et alors, Serge n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de dévisager Alexeyev. Plus méchamment possible. Imperturbable et tout. Et alors, Alexeyev qui lui faisait signe. In 1970 neemt de sterkste man van België er nog een gewicht bij. Hij stapt in de politiek. Lui était plutôt tendance gauche. Et ça, c'était son père, donc adoptif, qui était un gauchiste. Hein? Et lui aussi. Il aimait tout ce qui était russe. Oui, la Russie le captivait véritablement. Chaque fois que je suis allé chez eux, j'ai fait les championnats, ce fut toujours devant la grande foule. C'est-à-dire combien de personnes, par exemple? Oh, ben c'est toujours un minimum de 12 000, voire 15 000, et même davantage.
Ondanks zijn linkse sympathieën komt Serge terecht op de lijst van de Brusselse liberalen. Si je suis au conseil communal Etterbeek, c'est parce que tout d'abord, jamais faire de la politique, c'est un fait certain. Et en plus de ça, des amis m'ont demandé de mettre sur la liste, et c'est ce que j'ai fait. Pour pousser la liste, mais c'était vraiment, avec son poids et sa force, pousser la liste avait une signification tout à fait double. Il a fait plus de 1000 voix, un résultat assez extraordinaire, puisque le bourgmestre de l'époque n'a fait que 2000 voix. Donc c'est vous donner une petite idée de sa popularité. C'était pas un gadget, quoi. Il a pris ça au sérieux. Donc il m'a semblé que son engagement était sincère dans l'idée de servir les gens. C'était un homme très serviable et très ouvert à la société. Voor de Olympische Spelen van München zijn de verwachtingen hoog gespannen. Reding is in topvorm. De kans op goud is reëel. Sur place, il était en très grande forme. Ça, c'est une certitude. Hein? Et alors, il y a eu malheureusement le jour de la compétition, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'attentat des Palestiniens donc, contre les Israéliens. Donc, hein, et c'était le jour où Serge devait effectuer sa compétition. Is tenminste 1 dode gevallen en waarschijnlijk 2. Zouden nog 23 personen van de Israëlische delegatie gegijzeld zitten, want het Arabisch commando, dat uit 4 met machinepistolen gewapende mannen bestaat, houdt de ingang volkomen gesloten. On a appris à ce moment-là la mort d'un haltérophile donc israélien et également donc d'un des dirigeants israéliens. Hein. On a voulu rentrer au village olympique, c'était interdit. Alle gijzelaars zijn omgekomen in een bloedig treffen tussen de Duitse politie, de te hulp geroepen scherpschutters en de Palestijnse Fedaïn. Wat het dodental op 17 brengt. On ne savait pas si la compétition allait avoir lieu, oui ou non. Donc grosse attente au point de vue nerveux. Hein. Disons, on était ébranlés. The games must go on, and we must. Je vais lui comprendre, parce que Serge était quelqu'un de très sensible. Hein. Il suffisait par exemple qu'il se mettait sur la balance, il avait perdu 1 kilo de poids de corps, oh là 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 là, ça allait mal. Hein. Et le jour de la compétition, je me suis tenu à ce que j'avais prévu donc pour la veille, c'est-à-dire on a pris la même barre de départ. Et ça n'a pas été, c'était trop lourd. Et je me suis rendu compte que j'aurais dû commencer plus bas avec Serge, ça c'est incontestable donc, simplement parce qu'il avait été ébranlé par... Serge a fait 0 à ce moment-là, donc au développé. Encore une fois raté, comme on dit donc. Hein. Alexeïev était très fort, je dois dire. Lui n'avait pas été ébranlé par ça. Rien du tout. Intussen worden de geruchten over doping bij topatleten steeds hardnekkiger. Par exemple, le cas d'Alexeïev, incontestablement, hein, il a pris du poids de manière incroyable en 1 an de temps. Hein, c'est pas possible de le faire, donc comme ça, hein, ça c'est sûr. Dit is Vassili Alexeïev. Een goede week geleden werd hij wereldkampioen te Columbus in de Amerikaanse staat Ohio. De titelstrijd op het hoogste niveau kwam daar echter vooral in het nieuws door een nooit tevoren meegemaakt dopingschandaal. 9 positieve gevallen waren er op 12 medaillewinnaars. Een enorm schandaal dus. Serge Reding ontgoochelde Ginder zeker niet. Hij won een gouden en 2 zilveren medailles. Je ne suis pas du tout d'accord de prendre des produits de ce genre, car j'estime que ça peut avoir des conséquences sur la santé plus tard. Or, s'il faut faire du sport avec l'espoir de faire des réalisations, des performances, et que plus tard on en paye les pots cassés, là je ne suis plus tout à fait d'accord, car le sport doit rester avant tout une chose noble et correcte et honnête. Si je vous dis que Serge n'a jamais rien pris, hein, personne ne va me croire. Si je vais dire qu'il en prend un peu, on va dire non, c'est pas possible avec le volume qu'il a, etc. Hein, eh bien, c'était pourtant le cas.
moi, ça me fait mal au ventre quand je vois, j'ai vu dans des journaux étrangers, donc, des photos de Serge, alors qu'on parlait justement donc, des anabolisants, etc. On croyait qu'il en prenait à la louche, je ne sais pas moi, comme certains le faisaient. Ça, c'est incontestable. On voyait tous ces athlètes étrangers qui prenaient des anabolisants, etc., qui faisaient des performances pas possibles. Forcément, on se disait, mais enfin, on est vraiment des cons, nous, ici. On est condamné à être deuxième, à être troisième, mais jamais à être premier, alors. J'en ai parlé à un médecin, donc, qui était le médecin de l'INEPS à l'époque. Je lui dis, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a dit, écoute, une posologie tout à fait normale, il peut prendre ça. Et Serge a pris un petit peu, je le dis, d'Ianabol, 2 fois 5 mg, donc 2 comprimés en période d'entraînement intense. On a pu l'expérimenter. Pendant un mois ou deux, c'est vrai, on a pris ces produits pour voir l'effet que ça faisait. Et c'est vrai que ça fait de l'effet, c'est pas mal. Mais on n'a pas pu vraiment le concrétiser pour des vraies compétitions. Dommage. Moi, j'aurais été champion du monde. Reding wordt bij geen enkele medische controle op doping betrapt. In Manila, op de wereldkampioenschappen, eindigt hij nog maar eens tweede, na Alexeyev. Op zich een sterke prestatie, maar Reding is zwaar teleurgesteld. En ce qui nous concerne, les petits Belges, puisque c'est bien comme ça qu'il faut le dire, lorsque nous partons dans un championnat du monde comme celui de Manille, c'est véritablement l'aventure. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes seuls. Op sportief vlak misschien alleen, maar in Manila ontmoet hij de vrouw van zijn leven. In zijn hotel maakt hij kennis met de aantrekkelijke stewardess Yvonne Solidum, moeder van een 4-jarig dochtertje. Bij hem is het liefde op het eerste gezicht. He was just so lovely. I could see he's a very nice person because when he smiled at me, he meant it's very serious, you know. Big, but a very nice heart. And that's what I like very much in him. And he had beautiful eyes. Il rêvait de refaire sa vie. Il avait connu une jeune fille aux Philippines lors d'un tournoi l'année précédente. Il rêvait de refaire sa vie avec. Je compte, dans un avenir assez proche même, me remarier. Et sans nécessairement finir vos jours en Belgique? Alors là, c'est encore un problème qui reste à discuter. Faut voir, bien sûr, j'aimerais bien m'établir dans un beau pays, peut-être dans un pays du sud-est asiatique, car c'est une région du monde que j'affectionne tout particulièrement. Mais bien sûr, j'aime la Belgique, c'est un fait certain. That was the time he wanted to stay in the Philippines with me. And but at first he wanted to bring me over here to Brussels. Yes. He wants to have 2 countries, Philippines and Brussels, Philippines, you know, wherever I want. On lui conseillait d'être prudent en disant, écoute Serge, on veut profiter de ta renommée, de ton nom, essaye d'être prudent. Et lui, qui ne voyait le mal nulle part, s'imaginait que tout le monde était aussi bon, aussi gentil que lui, ne se méfiait de personne, ne voulait se méfier de personne. Et comme il savait bien que s'il nous en parlait, on allait un petit peu essayer de refroidir son enthousiasme pour les Philippines, il essayait comme ça, il a peut-être évité tout contact. Je ne sais pas rester longtemps à la même place. Et c'est comme ça qu'Herbemont me voit de passage, disons 3-4 jours maximum. Pareil à Bruxelles, finalement, je ne suis de nulle part. He was wishing for me a baby boy with blue eyes, with black hair. That's what he was wishing for me before. He was so, almost every day, he was always telling me, darling, I like to have a baby from you with blue eyes. Il m'a dit, bon, écoute, je vais m'arrêter 1 mois. Je vais m'arrêter 1 mois. Bon, de cette fille, on n'a pas parlé davantage, donc. Et c'était 1 mois. Puis c'était 2 mois, il allait toujours reprendre le mois suivant, et bref, et il n'a plus repris, disons, l'entraînement. He stopped exercising because he was so lonely that I cannot leave right away, you know. And
He don't like anymore also to eat that normal food. I don't know, because of the weather perhaps, I don't know. And I didn't know that he went sometimes already to the Makati Medical Center. I realized it, that sometimes he is weak, you know. I said, what's happening with you? But he didn't understand me at all. Il a fait quelques voyages, je sais, aux Philippines entre-temps. Hein. Il m'a dit qu'il allait faire venir cette fille et d'essayer donc de trouver sur le plan social, sur le plan professionnel, disons, quelque chose qui lui aurait permis donc d'accueillir cette fille valablement ici en Belgique. Hij heeft plannen om in dit huis, in de buurt van de Brusselse beurs, een Serge Reding café te openen. Hij leent daarvoor geld, maar ineens is hij spoorloos verdwenen. Zijn vrienden twijfelen niet aan zijn eerlijkheid, maar blijven met vele vragen achter. Pour moi, au départ, sa naïveté l'a perdu, oui, parce qu'il n'aurait jamais dû aller là-bas pour retrouver cette femme. Surtout pour essayer de l'épouser, etc. Enfin, What he does with his life, he said before, he don't have to say anyone goodbye, I'm flying to Manila. It's his private life. Because before, his love for me was very intact, that he don't like publicity before, you know, in Manila. Because he wanted to make it very private. He was a very simple man, you know. That's why when they think he disappeared, why? He's not a small child that he has to be controlled. Op 28 juni 1975 wordt Serge Reding in Manila dood aangetroffen in het appartement van zijn aanstaande vrouw. Hij is 33 jaar. In the other room, he was sleeping with my brother, the junior. And then on the other side, I sleep with my mother. I only heard a little bit something like calling me darling, darling, and I thought he was only dreaming. I ignored everything, you know. And then perhaps it happened about 3 or 4 o'clock in the morning. And then my daughter said, before breakfast, about 7:30, Mommy, she said, Daddy's eggs is very cold. Why is he not moving? I want to call him for breakfast. He's not moving. And then I ran, you know, and then I said, and then Sex. I tried to wake him up. And then he was not moving anymore. Zijn dood komt zo onverwacht dat de Belgische kranten de meest gewaagde hypotheses publiceren. Hartaanval, zelfmoord of moord. Impossible. How can he be killed? There is an abduction. My family loves him very much, yes, and he was very happy with us, yes. How is it possible that he will have enemies in the Philippines? That cannot be. The way I explained how he died, that is the truth. And I came here after 28 years to give him peace. But at least that I will be the one to speak for him, because he died, and how nobody can speak for him, only me. In Herbeumont is de verslagenheid groot. Men wil de herinnering aan Serge intact houden. Niemand gelooft dat hij van het rechte pad afgeweken is. Zijn vrienden richten een VZW op. Nous avons formé donc le jour même du décès cette association qui avait pour but de se battre pour rétablir la mémoire de l'honnêteté de Serge. De VZW zorgt ervoor dat het gebalsemde lichaam van Serge van Manila naar België wordt overgebracht. Et étant donné tout ce qu'on racontait sur les circonstances dramatiques, je voulais voir comment était le corps de Serge. Et malgré certaines interdictions légales de l'époque qui existent toujours maintenant, je suis parvenu à faire ouvrir le cercueil et j'ai vu l'état dans lequel était le corps de Serge à l'aéroport avant de le ramener dans sa famille, dans sa maison. Et j'ai pu me rendre compte que tout ça était très bien fait, tout ça était décent. Serge était bien arrangé dans son cercueil, bien habillé. Na Serges dood is er op de Filipijnen een lijkschouwing gebeurd. Officiële doodsoorzaak, hartstilstand.
The doctor answered me that because of plenty fats discovered in his heart, you know, after 3 months not in training, that's why he got too much fat in the heart, and that was they name it thrombosis, you know, thrombosis, heart attack thrombosis. Son alimentation était déséquilibrée, il mangeait certainement trop de graisse. Il a donc eu un taux de cholestérol très élevé, son sang était inondé de graisse, de cholestérol, et la cause du décès, l'infarctus du myocarde, est quelque chose de très logique et de très simpliste quand on regarde la situation sans passion et sans vouloir créer d'événements extraordinaires. Mais évidemment, la preuve exacte n'aurait pu être apportée que si on avait fait l'autopsie avec analyse du myocarde. Il était toujours dans une sorte d'incertitude en ce qui concerne son avenir, hein, à tout point de vue, de même sur le plan familial aussi. Hein. S'il avait pu avoir une femme et avoir une famille, hein, il aurait été un homme nettement plus équilibré. Hein. Il aspirait à ça. C'est ce qu'il n'avait pas connu en fait quand il était gosse. Hein. Et il aspirait à cette famille, ça c'est évident. Volgende week zetten we een reeks in over mannen die hun eigen stempel op de Vlaamse pers hebben gedrukt. Journalistieke dwarsliggers. En we openen met een portret van Maurice de Wilde. Door zijn harde manier van interviewen had hij de reputatie van een inquisiteur. Hij bracht er geregeld prominenten mee in opspraak. En het regende na en zelfs voor zijn programma's vaak klachten en protesten. Tegelijk was hij de meest bejubelde journalist van de Vlaamse televisie en werd hij met prijzen overladen. Een daverend applaus voor Maurice de Wilde. Met een applaus, Maurice de Wilde. Dat is zeer duidelijk, ik had een drang om te informeren. En die drang is zeer sterk bij mij geweest. En vandaar dat ik mij ook soms wel afvroeg, is die drang niet te sterk? Ik vind dat een vreselijke foto, hè. Maar het betekent iets, hè. Hij heeft in zijn eigen oog geschoten, hè. Het heeft wel iets betekend. Maurice de Wilde zocht als journalist naar de waarheid, zijn waarheid. Hij zette onthullende enquêtes op en verrichtte baanbrekend werk met zijn programma's over de Tweede Wereldoorlog, over de collaboratie en de repressie. De reportages kregen vaak grote ruchtbaarheid nog voor ze uitgezonden werden. Volgende week tonen wij het eerste deel in een tweeluik over de pitbull van de Vlaamse televisie, de historie van Maurice de Wilde. Heel graag tot donderdag.